Bill Kerr, qui est ici présent, est consultant SEO, donc en référencement naturel, c'est bien ça, et CEO de l'agence Datamix. Et donc, pour mieux appréhender, dans le cadre de son activité, les méandres des algorithmes de Google, Bill Kerr est parti à étudier l'intelligence artificielle à Stanford University à l'été 2019. Et il est donc aujourd'hui présent pour aborder l'IA à travers les enjeux de diversité sociale dans le monde de demain, notamment sur les biais humains qu'on peut retrouver dans ces technologies qui peuvent reproduire, voire amplifier les problématiques qu'on peut rencontrer, je dirais, dans la vie réelle, mais à voir comment, justement, Bill Kerr va nous expliquer tout cela avec sa présentation. Donc, à l'issue de cette présentation, vous aurez l'occasion, n'hésitez pas, à lui poser des questions pour qu'il puisse y répondre et peut-être lever certains sujets, voire approfondir certaines problématiques. Bill Kerr, c'est à toi. Du coup, tu m'as pris... Ah, test. Ok, c'est bon, ça marche. Ouais, du coup, tu m'as déjà pris 5 slides de ma présentation, donc c'est cool. Du coup, merci Nicolas pour de me laisser la main. Alors, du coup, aujourd'hui, je vais vous parler d'IA, je vais vous parler de référencement naturel, je vais vous parler de Google, et je vais raconter un peu ma vie aussi, donc pour vous dire un peu pourquoi aujourd'hui je suis là pour vous parler de ça, pour vous parler en fait de l'enjeu sociétal et environnemental que peut avoir l'IA dans le monde de demain. Alors, je vais pas revenir dans les détails dans ma présentation, Nicolas l'a très bien fait. Je précise juste en fait que je suis le fondateur de mon agence, donc Datamix. Donc en fait, aujourd'hui, on est une agence donc, du coup, qui fait du référencement naturel. Donc en fait, nous, notre credo, c'est aider nos clients à être premiers sur Google pour faire plus d'argent, pour faire ça. Et donc du coup, je suis fondateur de l'agence, je suis consultant, je suis également conférencier et formateur, donc autour de référencement naturel. Et dans le cadre de mon métier, je suis amené assez régulièrement, donc du coup, à en savoir un peu plus sur l'intelligence artificielle, parce que l'algorithme que Google utilise pour classer les sites internet a une base en intelligence artificielle. Et donc du coup, cette intelligence artificielle s'appelle le machine learning, donc du coup c'est une machine à apprendre. Donc du coup, pour la faire simple, en très peu de mots, l'idée, en gros en fait l'idée, c'est de donner en fait des données à Google, donc de donner des données en fait à l'algorithme de Google pour qu'il puisse apprendre de lui-même pour encore mieux classer ses résultats lors d'une recherche. Et donc du coup en fait par rapport à ça, comme l'a dit si bien Nicolas, je suis parti à l'été 2019 à Stanford University, donc du coup en plein cœur de la Silicon Valley. Et pourquoi j'ai fait ça? En fait, l'idée c'était donc du coup d'avoir une certaine avance en fait sur mon métier sur le marché français, mais aussi en fait mieux comprendre comment aujourd'hui fonctionne l'algorithme de Google. Aujourd'hui, dans le monde, enfin pas juste en France, mais dans le monde, personne ne pourra vous dire vraiment comment fonctionne l'algorithme de Google. C'est une black box, comme on dit. Donc du coup, c'est une boîte noire. Et en fait, l'idée de ce voyage-là, donc du coup, comme vous pouvez voir dans les photos, je suis parti chez Google, je suis parti chez Facebook, je suis parti à Stanford, j'ai fait beaucoup de choses en 2 mois. En fait, l'idée, c'était de mieux comprendre en fait comment fonctionne Google pour pouvoir donc, ensuite derrière l'appliquer donc à mon métier et donc, du coup mieux conseiller mes clients pour gagner plus d'argent. Pour faire ça. Alors, mais cependant, pendant ce voyage-là, donc du coup, j'ai pu discuter avec énormément de personnes, j'ai pu discuter avec énormément d'ingénieurs qui bossent chez Facebook, chez Apple, chez Google, mais également chez Amazon. Donc, et il y avait beaucoup de choses qui revenaient en fait à chaque fois. C'était, chez nous, il y a beaucoup, je caricature un peu, mais il y a beaucoup d'hommes blancs de 50 ans qui nous aident en fait à développer ces algos. En fait, plus je discutais avec eux et plus je me rendais compte que c'était vraiment quelque chose qui les bloquait en fait dans la définition, enfin même de leur algo pour être le plus objectif possible. Et c'est tout l'objectif de cela dans ce que je vais vous raconter aujourd'hui. Alors du coup, avant de commencer, je vais revenir très rapidement sur l'intelligence artificielle et définir ce concept. Alors concrètement, qu'est-ce que c'est? Il n'y a pas de définition réellement claire de l'intelligence artificielle aujourd'hui, mais celle en fait qui semble être la plus claire qui existe aujourd'hui, c'est celle de Howard Gardner, qui est un ingénieur donc, du coup, de Stanford University, qui nous dit que l'intelligence artificielle, donc, c'est l'habilité aux machines donc, de résoudre des problèmes ou bien de créer donc, du coup, de nouvelles fonctionnalités qui apportent de la valeur et qui peut se mouvoir et évoluer dans son environnement culturel ou sociologique. Donc du coup, concrètement, pour faire simple, c'est faire en sorte de créer une machine qu'on va nourrir, et cette machine-là, en fait, en fonction des données qu'on va lui donner, va apprendre de lui-même pour toujours en fait s'adapter aux situations qui seront en face de lui. Donc concrètement,
pour schématiser tout ça de manière la plus claire possible, comment ça fonctionne? Dans les données en fait qu'on va donner à une machine, du coup, qui sont... Voilà, j'ai un petit truc, c'est plus simple. Dans les données qu'on va donner à la machine, donc du coup, que ce soit des images, du texte, du son, les vidéos, etc. Donc toutes les données qu'on donne à la machine en question, ce qu'elles font, c'est qu'elles traitent ces données-là par ce qu'on appelle un réseau de neurones. Et une fois qu'elles ont traité ces données-là, elles vont donc du coup donner un résultat autour donc, du coup, des données qu'il aura traitées avant, selon les données qu'on aura données, selon les données qu'on aura intégrées à l'entrée. Si c'est un peu confus, je vais vous donner un super exemple. Vous êtes prêts? Vous avez encore moins à comprendre. Hein. Là, d'habitude, c'est le moment où les gens font oh. Donc voici un chaton. Voici un petit chat. Comment on sait que ça, cette boule de poil, est un chat? Selon vous. Là, pour le coup, c'est une question ouverte. Hein. Les yeux, les oreilles. Les yeux, voilà, les yeux, les oreilles, la physionomie, les moustaches. J'ai entendu quelqu'un d'autre dire autre chose, mais je ne sais plus où. Les poils, effectivement. Donc les yeux, les oreilles, les poils, les oreilles, etc., etc. Donc concrètement, pour qu'une machine, lorsqu'on prend cette image et qu'on la donne à la machine pour que la machine nous dise ceci est un chaton, alors concrètement, ce qui se passe d'un point de vue un peu plus technique, ok, bon c'est jaune, mais bon c'est pas grave. Donc du coup, en fait, toutes les données à l'entrée qu'on va donner à la machine, c'est toutes les caractéristiques du chat. Donc là, on voit pas très bien, mais en fait là, j'ai noté les poils, la fourrure, les oreilles, les moustaches, donc les pattes inférieures qu'1 cm, etc., etc. Donc toutes ces données intrinsèques, la machine va la prendre, s'en nourrir, la traiter, donc l'analyser, la comparer avec les autres données qu'il aura emmagasinées, pour ensuite se dire, ok, donc en fait sur la base de tout ce que j'ai là, sur la base du traitement que j'ai fait, sur la base de ce que je connais aussi, et ben ça, je peux en déduire que c'est un chaton. Voilà. Donc vous l'avez si bien fait. Et donc aujourd'hui, on a tendance à se dire que l'intelligence artificielle, c'est quelque chose qui va nous contrôler, qui va faire de nous leurs esclaves, etc., etc. Et ben disclaimer, c'est une grosse blague. C'est même un gros lol. Pourquoi? Parce qu'en fait, une intelligence artificielle, c'est bête et méchant, ça ne fait ni plus ni moins que d'interpréter des données qu'on lui donne pour ensuite derrière recracher ces données-là. Donc tous ceux qui disent oui, tous ceux qui disent oui, mais en fait, si on continue comme ça, les machines, on va leur donner des données, ils vont se rebeller contre nous, ce sera le soulèvement des machines, ce sera la fin des gens, le transhumanisme, etc. Calmez-vous. Hein. Franchement, on a encore de longues années devant nous, parce que ça n'arrivera pas. Aujourd'hui, en fait, l'être humain a encore le contrôle sur ce qui se passe, et concrètement, c'est pas demain la veille qu'il va y avoir un soulèvement des machines. Donc, en fonction de comment on nourrit les algorithmes, en fonction de comment on nourrit ces machines-là, on va déterminer concrètement ce qui va se passer demain. Et donc, du coup, cette base des machines, c'est quoi? Comme je disais tout à l'heure, ce sont les données qu'on va donner à ces machines pour qu'elles puissent se nourrir et pour qu'elles puissent nous donner le meilleur résultat possible. Et donc, du coup, en fait, c'est là où il faut intervenir, et c'est là où il faut être le plus exhaustif et le plus large possible, et c'est là où la diversité, du coup, va avoir son rôle à jouer. Alors, concrètement, pourquoi je parle de diversité là-dessus? Parce que si je prends par exemple l'exemple d'un chat, un chat en Europe, un petit chaton en Europe, n'est pas la même qu'un n'est pas le même qu'un chaton en Australie, qui lui-même n'est pas le même qu'un chaton en Russie, etc., etc., etc. Donc du coup, selon le prisme de vision du chaton des personnes qui composent l'intelligence artificielle, en fait, la sortie, donc du coup l'image qui va représenter un chaton sera différente. Donc tout l'intérêt en fait d'avoir une machine la plus intelligente possible et la plus complète possible, justement en fait, c'est de diversifier la source de données qui arrive, et donc du coup forcément donc de diversifier les personnes qui vont alimenter ces sources de données-là. Est-ce que vous me suivez toujours? Super. Alors donc du coup forcément, comme la base en fait de l'intelligence artificielle de demain, c'est les hommes qui la composent, forcément en fait nous avons aujourd'hui le contrôle de soit avec l'IA transformer notre monde en un super beau paradis
style Maldives. Bon, maintenant avec le réchauffement climatique, ça s'anticipe un peu. Ou soit carrément transformer notre monde en enfer. Donc en fait, bon, je tranche un peu beaucoup même, c'est fait exprès. Mais en fait, tout ça pour dire que la diversité, donc du coup la base de nourrir en fait ces machines, peut vraiment changer factuellement le monde de demain qui est régi par l'intelligence artificielle. Et donc du coup, on rentre un peu plus dans le sujet d'aujourd'hui, donc en parlant de diversité, on va commencer par une petite définition de Larousse. Donc la diversité, qu'est-ce que c'est? C'est un ensemble de personnes qui diffèrent les unes des autres par leurs origines géographiques, ethniques, socioculturelles, religieuses, par leur âge, leur sexe, leurs orientations sexuelles, leurs opinions politiques, etc., et qui constituent l'entreprise ou la communauté nationale à laquelle elles appartiennent. Donc diversité égale la chanson de Michael Jackson, vous savez, Heal the world, make it a better place. Je ne pense pas que je l'ai chanté aujourd'hui, mais bon bref. Donc en fait, plus nous avons de personnes qui constituent le noyau de données au début, et plus en fait on pourra avoir quelque chose de vraiment représentatif du monde, et plus on pourrait être précis dans les types de recherche ou bien dans les types de demandes qu'on fait donc du coup à ces machines en intelligence artificielle. Et donc du coup, par rapport à tout ça, je me suis amusé donc à interroger donc du coup les personnes de chez Google, de chez Facebook, Amazon, donc du coup des GAFAM, et à faire aussi mes propres recherches pour leur demander aujourd'hui quel est le niveau de diversité de leur équipe dans les technologies qu'on utilise aujourd'hui et qui forcément vont prendre encore plus de poids et plus de volume demain. Alors chez Google, ce qui se passe, c'est que dans leur rapport de diversité donc de 2020, hop, voilà, dans l'ensemble des équipes, il y a globalement 68% d'hommes qui travaillent dans leurs équipes et 32% de femmes. Et répartis environ à 51% donc du coup de blancs, à 41% de personnes donc du coup origine donc du coup d'asiatiques. Et au niveau en fait des postes de leader, donc du coup au niveau des postes de décideurs, la différence est beaucoup plus forte. On a à peu près 73% d'hommes qui décident, qui prennent les décisions des projets, contre 26% de femmes. Et au niveau des types de personnes qui les proposent, nous avons donc du coup 65% de personnes de genre caucasienne et environ 30% d'asiatiques. Et les restes des personnes, donc du coup, c'est les minorités, donc du coup, telles que les Afro-Américains, tels que les Africains, les Sud-Américains, etc., etc. Chez Apple, on a à peu près les mêmes données. On a 65% d'hommes, 34% de femmes au niveau donc du coup de la force de travail globale. Et au niveau des décideurs, pareil, on a à peu près donc du coup la même différence, un peu plus exagérée d'hommes et de femmes, mais ainsi de personnes qui la composent. Donc là, en fait, on a 57% donc, de personnes de type caucasienne, environ 30% d'asiatiques, et le reste, donc du coup, ce sont des Afro-Américains, des Hispaniques, etc., etc. Chez Facebook, Meta, c'est à peu près la même chose, on a à peu près la même tendance, 63-36 en termes de parité homme-femme. Pareil en fait au niveau des pareil en fait donc au niveau des origines ethniques. Ceci dit que chez Meta, donc du coup chez Facebook, la tendance inverse, on a plus de personnes asiatiques que de personnes de type caucasienne. Mais par contre, au niveau des postes de leadership, et en fait la même tendance que chez Google ou bien chez Apple se retrouve aussi. Donc il y a toujours cette discours un peu plus exacerbé entre les hommes et les femmes. Mais par contre, là, on a 61% de décideurs de type caucasien et 26% d'asiatiques. La même tendance est également observable chez Amazon par rapport donc du coup à l'ensemble des points que j'ai dit, donc du coup que j'ai abordé avant. Donc des hommes, qui décident et une majorité donc du coup de caucasiens et d'asiatiques qui composent la plupart des équipes. Chez Microsoft, donc du coup c'est pareil, à quelques exceptions près que sur les 5 dernières années, du coup la part des hommes baisse petit à petit, la part des femmes
augmente petit à petit, même si c'est pas encore ça. Et la part donc du coup des minorités augmente également. Donc on a un petit mieux, on a un tout petit peu mieux, mais c'est pas encore trop ça. Donc concrètement, pour résumer en fait toutes ces données, si on devait déterminer un portrait type des personnes qui décident l'IA aujourd'hui, donc du coup que ce soit chez Google, chez Facebook, chez Apple, chez Amazon, chez Microsoft, dans tous les secteurs de l'IA aujourd'hui, on peut se dire que la personne qui décide, c'est John, 38 ans, marié, 3 enfants, et son bras droit, c'est Rajput, 40 ans, fils d'immigré, qui seconde John. Donc voici le monde IA d'aujourd'hui, en 2022. Donc si je reprends mon exemple de chaton, ça doit être le deuxième moment où vous devez dire « Oh ». Si je reprends mon chaton, il y a John et Rajput qui décident quelles sont les données que je vais prendre pour dire que ça c'est un chaton. Donc, du coup c'est eux, globalement, donc selon leur vision, selon leur perception du monde, selon ce qu'ils ont vécu, selon en fait selon toute la qualité intrinsèque en tant qu'être humain, ils vont nourrir donc du coup la machine pour derrière se dire que ça, c'est peut-être un chat. À ceci dit, comme j'ai dit tout à l'heure, en fonction de l'origine des personnes, en fonction de leur histoire, en fonction de leur croyance, en fonction de ce qui est important pour eux, et un chat, ça peut être ça, mais ça peut aussi être ça. Un très gros chat. Et donc du coup, vous allez me dire, mais oui, mais en fait c'est partout comme ça, c'est partout pareil, où est le problème? Là j'ai pris l'exemple d'un chaton pour paraître un peu mignon, mais ça peut en fait créer des choses qui sont beaucoup moins marrantes. Et le premier exemple en fait que je pourrais donner, c'est celui-ci. Voici en fait ce qui s'est passé sur le moteur de recherche Google. Lorsqu'une personne a voulu donc connaître de manière autonome, donc lorsqu'elle a interrogé une machine, elle a voulu connaître de manière autonome, qu'est-ce qu'il y a sur ces images? Est-ce qu'il y a quelque chose qui vous choque? Voilà. Donc notre ami John, assisté de Rajput, se sont dit que ces personnes-là sont les gorilles. C'est mon malaise, j'aime bien ça. Qui vient, voilà, en fait, qui vient juste après le moment. Ah, autre limite aussi qu'on peut avoir, c'est l'utilisation de ces types de technologies dans d'autres sphères, au-delà du domestique. Il y a une histoire en fait qui s'est passée aux États-Unis il y a 4 ans maintenant. Il y a eu un service de police dans une ville dont je ne me rappelle plus le nom, qui a décidé d'utiliser l'intelligence artificielle dans le service de police pour essayer donc, du coup, de déterminer le plus rapidement possible quelles sont les personnes qui pourraient potentiellement être des voleurs ou être des violeurs. Donc du coup, en fait, en fonction des personnes qui faisaient défiler, 80% des personnes de type afro-américaine étaient considérées comme des voleurs ou des violeurs. Et parmi ces populations-là, seulement 10% l'étaient vraiment. Et c'est tout à fait normal en fait, parce que en fonction des personnes qui rentrent des données, en fait forcément ça biaise un peu les types de données qu'on a à l'entrée pour d'ailleurs en fait donner un résultat en fait vraiment cohérent et vraiment objectif par rapport en fait à ce qui se fait dans le monde. Autre problème aussi, c'est que en utilisant l'IA, en fonction des données que John et Rajput font rentrer donc du coup dans leur machine, en l'utilisant, on peut avoir ces types de soucis-là. Amazon, il y a quelques mois de cela, là c'est tout récent, Amazon a été accusé de sexisme. Pourquoi? Parce qu'en utilisant l'IA pour faire leur recrutement, ils ont écarté quasiment toutes les femmes pour sélectionner que les hommes. C'est normal parce que c'est Rajput et John qui ont créé le jeu de données. Autre limite également, c'est de se dire, c'est Google qui décide, selon les données qu'il a, qu'est-ce qui est une coupe de cheveux professionnelle et une coupe de cheveux non professionnelle. Selon Google,
ça, de style nappy, etc., est une coupe de cheveux non professionnelle. Donc ça, en fait, selon Google, si on a ce type de coiffure, on est considéré comme une personne à la marge, donc du coup une personne qui sera moins susceptible d'avoir un emploi, et je vais même encore plus loin, une personne qui sera moins susceptible, clairement, d'avoir accès à des postes de responsabilité. Rappelez-vous sur les stats que j'ai donné également, sur les stats que j'ai donné précédemment, pardon, beaucoup moins de femmes, beaucoup d'hommes dans le monde de l'IA aujourd'hui, et voici les types de dérives que ça engendre. Je vais aller encore un petit peu plus loin, un chouïa plus loin, en cette période électorale. Depuis quelques temps, il y a beaucoup de magazines qui font, qui mettent en avant en fait des sujets sociétaux qui certes font vendre, mais qui derrière créent encore plus de divisions au sein de la société actuelle. Donc aujourd'hui, je prends l'Express, Valeurs Actuelles, Le Point, etc., etc. Les personnes qui composent donc du coup ces équipes-là, qu'est-ce qu'elles font? Et en fait, elles prennent les données qui leur semblent importantes pour eux, et les mettent en avant, ils vendent ça, et après aujourd'hui, qu'est-ce que ça crée? En fait, ça crée carrément en fait un malaise vis-à-vis d'une certaine partie de la population. Donc, pour résumer en fait tout cela, dans l'IA, il y a un terme que je trouve très drôle, que j'utilise tout le temps, qui est le shield in, shield out. Tout dépend des données qu'on va mettre au début, donc du coup dans la phase de processing, pour faire apprendre notre machine. Si on fait rentrer, entre guillemets, excuse-moi du terme, de la merde au début, forcément, dans ce qui va sortir derrière, il y aura de la merde. Donc l'IA aujourd'hui, comme j'ai dit tout à l'heure, il n'y a pas absolument des machines pour aujourd'hui, mais tout dépend en fait des données qu'on va utiliser, tout dépend en fait des personnes qui sont derrière pour alimenter les jeux de données, pour donc du coup réellement créer quelque chose d'objectif. Donc aujourd'hui, on parle beaucoup de diversité. Donc en fait, là, tous les chiffres que je vous ai donnés tout à l'heure, vous pouvez tout trouver sur les sites des GAFAM. Chaque année, donc du coup, ils font des rapports de diversité. Mais en fait, aujourd'hui, on est plus en phase de division. Donc là, aujourd'hui, au moment où je vous parle, en 2022, tout ce qui se passe, tout ce qu'il y a aujourd'hui, si la tendance de multiplier les personnes, les types de profils, des hommes, des femmes, des grands, des petits, des hétéros, des homos, etc., n'est pas, donc du coup, n'est pas pris à bras le corps, on risque, dans 10 ans, 15 ans, 20 ans, d'avoir en fait réellement des algos d'IA qui seront nourris par Rajput et John, et qui vont carrément créer une division au sein de la société, que ce soit en Occident ou dans les autres, ou bien dans les autres pays du monde. Et ce qui se passe aussi aujourd'hui, c'est qu'il y a beaucoup de services sur le web qui sont gratuits, donc je pense qu'on utilise tous Google ici. Levez la main, qui utilise Google? Voilà. Voilà, 100% on utilise tous Google. Google vous propose énormément de services, la messagerie, le Drive, Google Photos, Google Images, Google Agenda, etc. Mais en fait, Google, tous ces services-là ont un coût, et le coût, c'est vous. Vous partagez vos données. En fait, sur les données que vous partagez, vous nourrissez en fait derrière les algorithmes de Google, qui derrière en fait sont de plus en plus intelligents pour vous proposer encore plus de services que vous pourrez consommer. Sauf que derrière, en fait, même si moi je crois que j'ai eu 10 adresses Gmail, même si on les nourrit en fait derrière, le problème en fait ne vient pas de nous, mais le problème en fait vient surtout des personnes en fait qui traitent ces données-là et concrètement en fait qui en font des instruments de division. Demain. Et je reviens sur un dernier point, c'est que j'insiste là-dessus parce que c'est vraiment important. L'IA fait ce qu'on lui dit de faire. L'IA n'est pas quelque chose qui va penser par lui-même et qui va faire en sorte de créer quelque chose de nouveau par rapport aux données qu'on lui donne. Et la meilleure raison que je pourrais vous donner, c'est celui-là. Qui connaît ça? Levez la main. Pour ceux qui connaissent cette chose, le mardi à 18h. Un bonheur. Le rond-point de l'étoile. Mardi 18h. Vous appliquez les règles du code de la route là-dedans, le mardi à 18h,
vous êtes mort. Vous appliquez les règles du code de la route mardi à 18h, vous sortez d'ici à 23h. Donc concrètement, je suis une technologie d'intelligence artificielle avec toutes les données que j'ai. Si j'applique tout ce que j'ai appris au niveau du code de la route, de manière carrée, cartésienne, je m'en sors pas. Et qu'est-ce qui fait que je m'en sors? C'est parce que là-dedans, on ne fait pas de la conduite. Là-dedans, on fait de la négociation. Là-dedans, on insulte des gens. Là-dedans, on véhicule des émotions. Et ce sont nos émotions, en tant que personne et en tant qu'être humain, qui font qu'on peut sortir de là, en 2 minutes, au lieu de 5 heures. Ce sont les émotions qui nous permettent de survivre là-dedans. Et pas ce qu'on a dans la tête. Et donc du coup, tout ça pour vous dire que l'IA n'est pas la solution à tout. Aujourd'hui, l'IA n'est pas la chose qui va nous faire... comment dire, c'est pas la chose en fait qui va réellement prendre l'ascendant sur l'homme. Pourquoi? Parce qu'en fait, nous, en tant qu'être humain, nous avons encore ces choses qui font que nous sommes des êtres dignes de raison et qui donc du coup, qui avons des hauts et des bas. C'est que nous avons des émotions. Exactement, des émotions. Je reprends le rond-point de l'étoile. L'exemple du rond-point de l'étoile. Je rentre dans mon rond-point. Ah, c'est beau Paris, hein. Waouh, quelle belle place du rond-point. Eh, dégage con. Voilà. Oh là là, je m'en sors pas, etc., etc. Jusqu'à ce que je m'en sorte en 2 minutes. Dans la vie, c'est pareil. Et donc, du coup, pour conclure cette keynote, l'idée, en fait, n'est pas de vous dire ça c'est bien, ça c'est pas bien. En fait, l'idée, c'est de vous amener à réfléchir sur ce qui se passe en fait dans notre monde actuel et sur ce qui se passe en fait en utilisant en fait ces données et surtout où est-ce qu'on va par rapport à tout ce qui se passe. Donc l'IA ou bien ces jeux de données là ne sont pas quelque chose d'objectif. C'est toujours en fait sujet à interprétation. Et donc du coup forcément là il faut taper l'œil, il faut agir. Selon moi, et là pour le coup c'est mon avis personnel, c'est au niveau en fait, de ces personnes qui créent notre monde de demain et qui créent l'IA de demain. Et donc du coup, je vais juste conclure par une petite phrase du coup pour nous amener à réfléchir. À quelle solution pouvons-nous réfléchir ensemble aujourd'hui? Là pour le coup la question est ouverte. Ça se trouve aujourd'hui une personne dans cette salle. Quel est le nom de la salle déjà? J'ai oublié. Jenny comment? Jenny Alpha. Merci beaucoup. Aujourd'hui, est-ce qu'une personne de la salle Jenny Alpha pourra donc du coup apporter ces petites pépites qui manquent pour derrière en fait créer un monde où la diversité sera le centre du développement de l'IA et où la division sera résorbée. Donc voilà, je vais terminer. Je dis que j'ai terminé, mais je vais juste terminer par une citation de Tony Robbins. Je suis un grand fan de développement personnel, mais une citation de Tony Robbins qui dit: dans tous les cas, les êtres humains sont votre plus grande ressource. Je vous remercie. Bon voilà, cette fois-ci une petite photo de ma team. Je vous remercie beaucoup et j'attends vos questions. Merci. Merci Bilker. Oh là, ça s'est rempli dans mon dos. C'est impressionnant. C'est que ça avait un intérêt certain, en tout cas, ce que tu nous as présenté. Et notamment, on ne fait pas de statistiques techniques en France, contrairement à ce que tu as pu présenter sur les indicateurs des GAFAM. Mais c'est vrai que l'important de ce type de présentation, c'est déjà la prise de conscience, effectivement, de ces biais que quand on n'y est pas confronté, quand on n'est pas concerné, ce qui est mon cas, voilà, je suis un homme blanc de 43 ans, donc effectivement, je ne connais pas ces travers, entre guillemets, que peuvent rencontrer des gens. Et du coup, je pense que ça peut aider à cette prise de conscience. Mais aussi, ce qu'on peut voir, c'est que c'était un petit peu anxiogène, ta présentation, d'une certaine manière. Beaucoup, enfin, peut-être pas du négatif, mais en tout cas, beaucoup de choses. L'IA peut faire peur, et du coup, j'ai regardé un petit peu avant de venir. Il y a notamment quelqu'un qui a testé tout à l'heure, Elon Musk, qui a récemment déclaré que l'IA est bien plus dangereuse que les armes nucléaires. Alors, encore une fois, ça prend avec des pincettes, ça dépend peut-être aussi du contexte, mais effectivement, on peut voir que ça peut créer des clivages, et pour certaines personnes, augmenter la fracture numérique qu'on peut rencontrer à ce jour. Alors n'hésitez pas, je meuble un peu si vous avez des questions, levez la main, je passerai ensuite je vois qu'il y en a là-bas, donc... moi, j'avais juste une petite question, et c'est pour finir sur ta conclusion, et après j'ai apporté le micro, justement. Tu parles de l'humain, et est-ce que effectivement l'IA, un des risques, c'est aussi la déshumanisation
en automatisant finalement certaines réflexions. Et pour rebondir sur le thème de l'année dernière qui était la conscience, est-ce qu'il faudrait donner une certaine forme de conscience à l'IA et sous quelle forme? Aujourd'hui, clairement, on n'a pas encore trouvé la petite pépite qui fait qu'une intelligence artificielle peut être dotée d'émotions. Ça n'existe pas encore. Et je peux même vous dire que ça ne risque pas d'exister dans les 10 prochaines années. Donc aujourd'hui, en fait, l'utilisation claire, responsable et la plus efficace qu'on peut faire de l'IA, c'est qu'il soit notre partenaire dans notre vie de tous les jours. C'est qu'il soit en fait notre partenaire de travail, notre partenaire de conduite, notre partenaire de nourriture, comme ce qui se fait aujourd'hui avec nos montres connectées, comme ce qui se fait aujourd'hui donc avec les frigos connectés aujourd'hui, etc. Mais concrètement, demain, pour revenir sur ta question, est-ce que l'IA, le fait d'ajouter une conscience à l'IA donc va améliorer les choses? Pour moi, non. Pour moi, non, parce qu'on n'est pas encore à ce niveau de technologie. Bonjour, déjà Bonjour. merci pour cette présentation, très intéressante. Moi j'ai une question, en fait, je voulais rebondir sur la question que vous aviez posée juste avant votre conclusion, question qui s'adresse à tous, en fait, qu'est-ce qu'on peut faire pour trouver ensemble des solutions. Et en fait, moi je n'ai pas une connaissance hyper technique de la data et de statistiques de manière générale. J'imagine qu'il y a déjà des travaux et des débuts de consensus en fait, qui se forment sur les méthodologies à avoir pour pour assurer justement cette diversité, éviter les biais dans les jeux de données. Et donc, où est-ce qu'on en est, je dirais, en termes au niveau de la recherche et peut-être même au niveau légal, législatif? Est-ce qu'il y a des sortes de contrôles, de normes en fait, qui se mettent en place? Et comment on s'assure que les méthodologies, justement, pour déceler les biais, ne sont pas elles-mêmes biaisées? Okay. Question très large. Je vais essayer de faire court, parce que là, j'ai de quoi parler pendant 1 heure. Déjà, en fait, le premier point que je peux te donner comme élément de réponse, je peux tutoyer, hein, voilà. c'est la question juridique. Donc aujourd'hui, on s'en cache pas, hein. Aujourd'hui, en fait, le monde numérique, le monde de l'IA se joue d'abord aux États-Unis, en plein Silicon Valley, puis après, ça fait son petit bout de chemin pour arriver en Europe, puis ensuite, ça refait son petit bout de chemin, donc du coup, pour arriver dans les autres pays du monde. Comme l'a dit si bien Nicolas tout à l'heure, en termes de données statistiques, les données sont beaucoup plus poussées aux États-Unis qu'ils le sont réellement en France ou bien dans les autres pays européens. Donc aujourd'hui, et les États-Unis, c'est aussi un pays où la religion, c'est le dollar. Donc certes, tous ces points-là, il y a de la conscience qui se fait aux États-Unis, mais cependant, comme c'est pas encore valorisé en termes d'argent, par exemple, je vais gagner plus d'argent en recrutant 2 femmes en plus dans une équipe, comment dire, ils n'ont pas en fait une projection réellement financière de cela. Forcément, en fait, ces projets sont soit dépriorisés, soit mis de côté. Parce qu'il faut faire de la thune pour faire ça. Donc ça, c'est le premier point. Le second point, c'est d'un point de vue au niveau des données. Aujourd'hui, en fait, en Europe, on est protégé par la CNIL qui réglemente l'utilisation des données ou bien les partages de données dans les serveurs qui sont au-delà de l'Union européenne. Sauf qu'aujourd'hui, cette logique-là, elle est valable en Europe, mais par contre aux États-Unis, c'est encore rock'n'roll. Donc du coup, ce consensus-là, il est biaisé. Aux États-Unis, il n'est pas trop mis en application. En Europe, on a une plus grande conscience de cela. Donc du coup, en fait, demain, moi, ce que j'espère, en tout cas, justement, en fait, c'est que les États-Unis et l'Europe se soient à une table pour déterminer en fait un consensus international pour faire en sorte de réglementer tout cela et surtout en fait faire en sorte que on puisse avancer ensemble dans le même sens pour créer en fait beaucoup plus de diversité. Parce qu'aujourd'hui en fait c'est un peu chacun son coin. Est-ce que ça répond à la question ou pas? Ça fait avancer la discussion. Donc voilà. Oui, une autre question? Oui, bonjour, merci. C'est
un beau problème que vous soulevez. Hein. Je pense qu'il est très important. Je me demande si néanmoins j'arrive à être parfaitement convaincu par le lien que vous voulez faire entre une absence de diversité et puis un problème lié à la manière dont l'IA est codée. Déjà, dans quelques remarques, je ne sais pas lesquelles sont les plus pertinentes, mais je ne suis pas sûr que ce que vous avez montré sur les GAFAM illustre une absence de diversité, parce que au contraire, il y a de la diversité. C'est plutôt la question de la représentativité. Oui. Voilà, ça c'est la première remarque. La deuxième remarque, c'est la diversité, c'est pas seulement culturel, ou c'est pas seulement lié au sexe, ça peut être la diversité liée à l'âge, au parcours, aux formations, etc. Donc, il faudrait peut-être aussi spécifier quel type de diversité vous pensez est la plus problématique dans ce que vous voulez faire. Donc voilà. Et puis, sur le lien que vous voulez faire, voilà, en quoi le fait que John et comment vous l'appelez Rajput soit à la tête ou aux commandes de ces grandes entreprises puisse changer quelque chose, par exemple dans l'exemple du chat. Je suis pas sûr que ça marche. Et puis, je pense que c'est pas non plus eux qui rentrent de leurs petites mains les données, vous voyez, dans la base. Donc voilà, c'est ce lien-là, à mon avis, qui mériterait d'être peut-être plus creusé, en tout cas, c'est dans ma perception, pour justement tenter de résoudre ce problème qui est très important. Et puis, la petite contribution à la question que vous avez posée. J'attendais. Ouais. Bon, c'est vraiment tarte à la crème, hein, mais c'est l'éducation, hein, parce qu'il y a beaucoup de choses qui passent par là, mais ça permet de sensibiliser à l'importance de la diversité. Moi, il se trouve que j'enseigne en école de commerce, on a des cours sur l'importance de la diversité. Et puis après, il y a évidemment des solutions politiques pour faire en sorte que tout le monde ait sa chance. Voilà, mais on ne va pas trop rentrer dans ce débat-là. Merci en tout cas. Merci beaucoup pour le complément. Là-bas. Je me permets de rebondir pendant ce temps-là sur ce qui vient d'être dit. Effectivement, j'ai eu la chance hier d'animer un atelier dans le cadre du programme Wi-Fi, où effectivement la prise de conscience et l'éducation, ça passe aussi par les gens qui découvrent qu'elles sont capables de faire ça. C'est-à-dire que la représentativité que tu disais en termes de responsabilité à la tête, c'est aussi que pour certaines personnes, des filles, des fois issues de la diversité, elles ne s'imaginent pas parce qu'il n'y a pas le fait de pouvoir se projeter dans ces rôles-là. Ça, au moins cette vertu-là aussi d'avoir de la représentativité, c'est de se dire oui, moi aussi j'en suis capable, moi aussi je peux le faire. Alors quand on dit de toute façon il n'y a que des hommes qui pilotent ça, des hommes blancs de 40 ans, c'est vrai qu'on a du mal à se projeter, on va aller plutôt vers des voies prédestinées entre guillemets, quoi. Donc c'est un peu casser ces sujets-là, enfin c'est ce que m'a révélé cet atelier hier. Donc du coup en fait tu évoques le sujet éternel du plafond de verre. Ok, intéressant. Oui. Vous mettez en lumière qu'il faut avoir des datas pour apprendre qui soient représentatifs de la réalité. Donc en effet, ça peut introduire des biais, mais est-ce qu'il y a des études en partant dans l'absolu, j'ai un jeu de données représentatif? Est-ce que le machine learning est capable justement de traiter correctement les phénomènes minoritaires? Ok. Pour vous répondre, je vais reprendre l'exemple des gorilles. En fait, en creusant en fait, ce point-là, ce qui s'est passé en fait dans la machine, donc du coup dans le réseau de neurones global, ils sont partis en fait du nombre. Ils sont partis en fait non, en fait, tous ces mélanges dans ma tête. Je voulais prendre l'exemple des personnes afro-américaines que l'IA arrête. Voilà, c'est là que je voulais prendre. En fait, l'IA est partie du nombre de personnes qui sont arrêtées sur les 50 dernières années. Donc, du coup, on a un jeu de données qui est assez large. Donc, du coup, en fait, ce qui se passe en fait, dans ce jeu de données, c'est que statistiquement, voilà, les chiffres disent que, effectivement, sur 100 personnes, il y a peut-être 60-70% de personnes noires qui sont arrêtées plutôt que de blancs. Donc, en fait, sur cette base-là, l'IA en fait, se dit ok, d'accord, donc du coup, ça veut dire que statistiquement, d'un point de vue probable, il y a plus de chances que si je croise une personne noire habillée d'une certaine manière, il y a 89,999% de chances, je dis n'importe quoi, hein, que cette personne soit éventuellement criminelle. Donc en fait, tout part en fait du jeu de données et comment en fait ce jeu de données est traduit. Donc en fait, c'est pour ça qu'il faut faire vachement attention. Enfin, c'est pour ça que selon moi, il faut faire vachement attention à ça, parce qu'en fait, l'IA n'a pas de conscience, n'a pas d'émotion. Il ne réfléchit pas en fait à se dire, ok, d'accord, j'ai ces données-là. Mais est-ce que, en tant que personne qui évolue, ou bien en tant que personne en fait, qui voit un peu comment change le monde, ou bien en tant que personne qui connaît aussi d'autres types de personnes de ces populations-là, est-ce que je ne vais pas donner une conclusion trop hâtive par rapport à cela?
Donc il y a le jeu de données, certes, qui nous donne en fait des informations, mais par contre, selon moi, les jeux de données ne doivent jamais être la conclusion réelle d'un jugement ou bien d'une décision qu'on va prendre. Pour moi, en fait, il y aura toujours une petite part d'humain qu'il faudra ajouter pour faire en sorte que ce jeu de données-là ou bien que cette IA-là nous aide en fait à avancer dans ce sujet. Et là, on peut partir du principe que le jeu de données, c'est un historique. Est-ce que ce que vous pointez pas plutôt, c'est que les techniques de machine learning aujourd'hui ne sont pas capables justement de prendre en compte le fait que dans le jeu de données, par exemple, les hommes blancs étaient minoritaires, et ça, en effet, ça introduit des biais. Ces biais, aujourd'hui, ne sont pas solutionnés par le machine learning, mais est-ce que c'est vraiment un problème du jeu de données? Parce que vous dites que vous avez pris 50 ans d'historique, qu'est-ce qu'il est? Donc, en gros, si je comprends la question, c'est est-ce que derrière, en fait, le réseau de neurones derrière, est-ce qu'il est vraiment calibré pour traiter ça? C'est ça? Je suis convaincu qu'en effet, on peut biaiser un jeu de données en supprimant des cas, on peut le faire volontairement, mais si on décrit le monde réel, on en reste en prenant, même sans biaiser un jeu de données, on peut avoir des phénomènes minoritaires, des exceptions exagérés ou des cas qui correspondent à la réalité. Est-ce qu'aujourd'hui, le machine learning, justement, est apte à bien appréhender ça pour fournir des décisions correctes? Est-ce qu'il n'y a pas aussi, je suis d'accord qu'il faut travailler du côté jeu de données, mais est-ce qu'il n'y a pas encore un champ d'études vraiment sur le machine learning lui-même pour faire en sorte de mieux traiter ces problèmes? Justement, en fait, ces retours d'expérience, je reprends l'exemple que j'ai donné avant, ces retours d'expérience-là sont intégrés en fait à ce niveau-là. Par exemple, se dire, ok, d'accord, mon jeu de données me dit qu'il y a plus de probabilité qu'un homme noir à capuche soit un criminel, et le fait qu'il y ait justement des feedbacks qui sont par rapport à ça, là pour le coup je reprends l'exemple de je ne sais plus comment il s'appelle, celui qui a été tué, le petit garçon noir qui a été tué et que Barack Obama était vachement ému, Trayvon Martin, je crois. Trayvon, bon bref, je pense que vous voyez de qui je parle. Le fait en fait d'intégrer ces feedbacks-là à ce jeu de données va permettre de l'améliorer encore et encore et encore et encore dans le temps. Et ça pour le coup c'est infini. Donc en fait aujourd'hui, effectivement, on a des jeux de données à l'entrée. Oups, je sais plus bref, on a des jeux de données à l'entrée. Ça se processe, mais après, effectivement, les feedbacks va nous permettre de nourrir ce qu'il y a au milieu pour faire en sorte qu'il soit un peu plus intelligent, quoi. Mais, même s'il devient de plus en plus intelligent, il y aura toujours cette petite part que on ne sait pas encore matérialiser informatiquement, cette part d'émotion qui va toujours nous dire attention à ça, ou bien attention à ça. On peut faire en sorte qu'il soit plus intelligent, mais ce ne sera jamais comme un être humain, quoi. Ça répond à la question? Oui, bonjour, merci. Bonjour. Merci beaucoup pour cette présentation. En fait, j'ai une remarque et puis une question. La remarque, effectivement, sur le jeu de données, c'est un des éléments, c'est-à-dire que si notamment le jeu de données n'est pas assez volumineux, et c'est pas forcément que la qualité, c'est également la quantité, pour on va dire, définir des patterns, en fait, qui vont être ensuite utilisés et définir quelles sont les réponses finalement attendues. Ça peut biaiser énormément en fait les résultats. Et l'autre point, au-delà des données, ce sont les algorithmes. En fait, je vais prendre un exemple qui est franco-français. Le Crédit Agricole, il y a quelques années, a également mis en place un outil qui permet d'accélérer le recrutement pour des postes de direction, etc., de responsabilité, et basé sur des vidéos que les candidats devaient envoyer et qui étaient analysées en fait par une IA pour préfiltrer en fait les candidats et indiquer s'ils passaient en entretien ou pas. Et en fait, sur les exemples que vous avez indiqués, en fait, ce qu'il en est sorti, c'est que évidemment la plupart des candidats, en majorité en tout cas, étaient caucasiens et des hommes. Et alors, c'était pas forcément lié justement là sur le jeu de données, mais au fait que l'algorithme avait été entraîné en fait en termes de reconnaissance faciale pour repérer en fait des émotions sur les visages. Et en fait, l'algorithme avait été entraîné sur des données de caucasiens. Et en fait, il n'était pas capable finalement de visualiser les mêmes émotions, mais sur des visages autres que les caucasiens, et notamment afro-américains ou asiatiques, etc. Donc il y a à la fois une problématique d'entraînement lié à la quantité de données ingérées en fait pour définir les patterns associés, et puis également sur
l'algorithme lui-même, effectivement, voilà. Donc les deux sont liés, hein. Il y a la quantité des données, il y a la qualité des données, mais il y a surtout les algorithmes. Et les algorithmes, ils sont développés par qui? Par John et Rajput. Voilà. Et c'est là, en fait, où je pense qu'effectivement, le jeu est biaisé. C'est que, voilà, ce sont ces gens-là qui définissent les algorithmes. Nous, on travaille un peu dans ce modèle-là, et je vais reprendre dans ce domaine-là. Aujourd'hui, des algorithmes, ne serait-ce que de NLP, hein, de langage naturel, en anglais, fonctionnent très très bien. Vous trouvez tout ce que vous voulez, ça marche super. Dès lors où vous voulez faire du NLP en français, et pourquoi pas, je sais pas, dans une langue, enfin voilà, je dirais même d'origine africaine, ça va plus du tout marcher en fait, parce que les algorithmes n'existent pas ou sont très peu développés. Ça, c'était la remarque. La question, c'est est-ce que, je reviens à l'Afrique, hein, le continent, est-ce qu'aujourd'hui il y a des sociétés qui émergent justement, des grosses sociétés qui sont en voie de développement industriel pour essayer de contrebalancer finalement les GAFA? Alors oui, effectivement, il y a de gros hubs autour de l'IA qui se forment au Rwanda, notamment. Il y en a d'autres en fait qui se forment en Afrique du Sud. Donc ça, c'est vraiment les deux gros hubs africains. Aujourd'hui, en fait, c'est plus une utilisation concrète. En gros, comment ma machine peut m'aider à bien planter la graine lors de la saison des pluies, etc. Mais effectivement, c'est en train de se développer. Pas à ce niveau d'information vers lequel on est en train de tendre, mais effectivement, selon leurs problématiques à eux, donc de la vie de tous les jours, effectivement, oui, c'est en place. Mais donc pas ça, sur ces sujets-là. Mais pas, non, mais pas du tout sur ces sujets-là. Mais cependant, ce qui est fait, c'est que régulièrement, et ça en fait, j'ai eu la chance de le voir quand j'étais aux États-Unis. Régulièrement, en fait, Google sélectionne un top 10 ou bien un top 20 d'ingénieurs autour de l'IA d'Afrique et les invite donc du coup en stage, insertion séminaire, pour justement les sensibiliser autour de ça et surtout en fait avoir leur feedback aussi par rapport à leurs problématiques à eux, pour aussi effectivement améliorer leur jeu de données pour être de plus en plus intelligents. J'essaie de faire court, concis et précis. On a le temps pour une dernière question, s'il y en a qui se sentent encore dans le flou ou qui ont besoin de précision, n'hésitez pas. Hop, au premier rang. Bonjour et merci beaucoup pour votre conférence. J'avais une petite question sur les exemples choquants que vous avez montrés. Est-ce que ces grandes sociétés, Google, Microsoft, Amazon, ils mettent en place des commissions d'éthique quand ils voient ressortir ce type d'exemples qui sont quand même particuliers, hyper choquants? Enfin, est-ce qu'ils se réunissent pour dire il y a quand même quelque chose qui ne va pas et essayer de faire changer les choses, ou on continue comme c'est Aujourd'hui, ce qui est fait, c'est que, en fait, à chaque fois qu'il y a quelque chose comme ça qui apparaît, Internet est ultra rapide. À chaque fois, il y a des tweets qui reprennent ça, qui défoncent les gens. Et du coup, en fait, par rapport à ça, ils réagissent assez vite. Et en fait, pour eux, c'est du pain de béni, parce qu'en fait, ils prennent ces exemples-là pour réentraîner donc du coup leur machine, pour ne plus avoir ces types de résultats. Le deuxième point en fait aussi qui est pris en compte, même si c'est de manière minoritaire, comme je disais tout à l'heure à Madame, c'est que ils sont en train en fait de diversifier encore plus leurs équipes pour réduire la marge de manœuvre de ces exemples-là. Après, concrètement, des commissions d'éthique, genre tout le monde s'est réuni autour de la table pour se dire ouais, bon, c'est chaud ce qu'on fait, à ma connaissance, il n'y en a pas aujourd'hui encore. Voilà. Merci. Donc on est plutôt dans la réaction que dans l'anticipation des problèmes simples. L'objectif aujourd'hui, c'était effectivement l'IA dans le monde de demain. On est en train de se dire qu'il y a peut-être un problème, mais pour l'instant, on n'est pas encore à passer le cap. C'est encore, même au niveau des entreprises, la prise de conscience est peut-être de l'anticipation, plutôt que d'attendre qu'un problème nous tombe dessus pour le régler. On n'y est pas encore, quoi. On n'a pas de connaissance de ce sujet, ça revient un peu au sujet de l'éthique, etc. Et effectivement, on est plutôt à... On réagit vite, mais on n'anticipe pas. Alors attention, là, pendant toute la conférence, j'ai pas un peu peur. L'IA, pour moi, c'est une bonne chose. C'est une bonne chose. À condition, selon moi, de toujours avoir un être humain à côté. Donc, comme dirait Tony Robbins, donc, du coup, à la fin de ma conférence, les êtres humains sont plus en ressources. C'est encore valable pendant longtemps. Il y a beaucoup de personnes qui disent oui, mais moi, mon métier, dans 10 ans, il ne va plus exister à cause de l'IA. C'est vrai, le métier va se transformer. Mais en fait, tant qu'il y a une personne douée d'émotion qui est capable de faire le tour du rond-point de l'étoile en 2 minutes,
pour moi, en fait, l'IA est vraiment quelque chose de magnifique qui va aider à développer notre monde. Donc, il faut toujours un être humain à côté. C'est un complément à l'humain, mais c'est pas un remplacement à l'humain. Non. Si on résume. Non, clairement non. Okay. Merci Bilker, merci à vous merci pour à vous. Cette conférence et ces échanges. Et ça va être l'heure de la pause déjeuner. Et je vous souhaite une très bonne fin de journée dans ce festival NWX. Bon appétit.